Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des affaires les plus scandaleuses et controversées de la France du XIXe siècle, l'affaire Dreyfus. Cette affaire a profondément divisé la société française et a marqué la carrière d'un homme, Émile Zola. Nous avons aujourd'hui le privilège d'accueillir Monsieur Zola lui-même pour une interview fictive qui nous parlera de son engagement avec son point de vue dans cette bataille. Mais avant de commencer, rappelons rapidement les faits. En 1894, Alfred Dreyfus, un officier juif de l'armée française, est accusé de trahison. Il est condamné et déporté sur l'île du Diable. Cependant, des preuves de son innocence commencent à émerger, montrant que l'armée a caché des éléments cruciaux. Et c'est là que vous entrez en scène, monsieur Zola. Merci de me recevoir, mademoiselle. Cette affaire a en effet bouleversé ma vie et celle de la France entière. Mon combat pour la vérité, bien que nécessaire, a aussi été l'un des plus douloureux de mon existence. Vous avez initialement été sceptique quant à l'innocence de Dreyfus. En 1895, Bernard Lazare vous approche pour vous convaincre, mais vous doutez encore. Vous étiez même persuadé que le dossier contre Dreyfus était trop solide pour être remis en cause. Comment expliquer cette réticence initiale, et qu'est-ce qui vous a finalement fait changer d'avis? À l'époque, comme beaucoup de progressistes, je croyais en la justice militaire. Les juges du Conseil de guerre avaient condamné Dreyfus à l'unanimité, et j'étais convaincu qu'ils avaient des preuves solides. Je savais que l'antisémitisme rampait en France, mais j'avais encore cette naïveté de croire que l'armée ne se compromettrait pas de cette façon. Ce n'est que plus tard, lorsque des preuves plus substantielles sont venues à ma connaissance, que j'ai compris l'ampleur de l'injustice. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à l'affaire. Pourtant, vous avez écrit votre premier article en faveur des Juifs dès 1896, dans Pour les Juifs. N'est-ce pas contradictoire? Vous sembliez déjà voir le climat antisémite de l'époque. Pourquoi avoir attendu pour vous attaquer de front à l'affaire Dreyfus? Vous avez raison. En mai 1896, j'ai ressenti le besoin de dénoncer l'indignité qui régnait en France, alimentée par une presse antisémite. Mais à ce moment-là, je n'avais pas encore saisi toutes les ramifications de l'affaire Dreyfus. Certes, je savais que l'antisémitisme était une force motrice dans cette affaire, mais je n'avais pas encore tous les éléments. Ce n'est que lorsque j'ai été approché par l'avocat Louis Leblois et mis en contact avec le vice-président du Sénat, Auguste Scheurer-Kestner, que les véritables dessous de l'affaire ont commencé à émerger pour moi. Mais vous comprenez, mademoiselle, il était difficile à l'époque d'obtenir des informations fiables. L'armée faisait tout pour protéger ses intérêts. Justement, lors de ce déjeuner crucial en novembre 1897 avec Scheurer, Kestner et d'autres, vous êtes encore sceptique. Ce n'est qu'après les violentes attaques contre Scheurer, Kestner dans la presse que vous décidez de prendre la plume pour défendre Dreyfus. Était-ce l'opinion publique qui vous a finalement poussé à agir? L'opinion publique, oui, a joué un rôle, mais pas de la manière que vous pourriez croire. Ce qui m'a réellement poussé à agir, c'est l'injustice flagrante et la lâcheté de l'armée, qui refusait d'admettre son erreur. Voir un homme comme Scheurer-Kestner, dont l'intégrité était inattaquable, être attaqué si violemment dans la presse pour avoir simplement voulu la vérité, m'a indigné. C'était un signal pour moi qu'il fallait que je fasse quelque chose. J'ai compris à ce moment-là que le silence ne servait à rien, que la vérité devait éclater au grand jour. Mais même après avoir publié vos premiers articles, vous êtes resté en retrait. Ce n'est qu'après l'acquittement d'Esterhazy en janvier 1898 que vous avez écrit « J'accuse ». Pourquoi avoir attendu ce moment? Était-ce la stratégie de communication autour de cette affaire ou la véritable révélation de l'injustice qui vous a poussé? L'acquittement d'Esterhazy a été l'étincelle. Je croyais encore que l'armée pourrait se racheter en reconnaissant ses erreurs, en condamnant le véritable coupable. Mais après 3 minutes de délibération, ils l'ont acquitté. Ce fut une insulte à la justice. C'est là que j'ai compris qu'il fallait un acte plus radical. J'accuse était ce cri nécessaire pour briser le mur du silence. Le Figaro avait refusé mes articles précédents et l'Aurore a accepté de publier ce brûlot. C'était la seule manière de réveiller la conscience publique. Et pourtant, j'accuse n'était pas une synthèse parfaite de l'affaire. Vous le savez, certaines parties de votre article étaient trop enflammées, manquant de précision. Vous ignoriez certaines réalités. Pensez-vous que cet article, malgré son retentissement,
a vraiment servi la cause? Il est facile de critiquer avec le recul. J'accuse n'était pas un texte d'historien, c'était un pamphlet destiné à réveiller les consciences. Il devait être percutant, choc, et il a rempli cet objectif. Est-ce qu'il manquait de précision? Peut-être. Mais ce n'était pas le but. Le but était de forcer la France à ouvrir les yeux sur cette injustice. C'était un texte nécessaire pour briser les verrous d'un système gangrené. Si j'avais attendu d'avoir tous les détails, Dreyfus aurait continué à pourrir sur l'île du diable. Mais cela vous a coûté cher. Vous avez été condamné pour diffamation. Et en février 1898, vous vous retrouvez devant la justice. Votre procès, marqué par la violence, n'a-t-il pas montré les limites de votre approche? Vous avez dû fuir en Angleterre pour éviter la prison. N'avez-vous jamais regretté d'être allé aussi loin? Regretter? Jamais. Oui, j'ai été condamné. Mais ce procès a été une victoire pour la cause Dreyfus. La presse a reproduit chaque détail des débats, et cela a permis au grand public de voir les incohérences de l'accusation et la corruption de l'armée. Si je n'avais pas pris ces risques, si je n'avais pas été jugé, la France n'aurait jamais entendu la vérité. Quant à mon exil, c'était un sacrifice douloureux, mais nécessaire. Je devais continuer à me battre et non languir en prison. Votre retour en France en 1899 marque un tournant. Un nouveau procès pour Dreyfus a lieu à Rennes, mais, contre toute attente, il est de nouveau condamné. Vous avez gardé le silence durant ce procès. Pourquoi ne pas être intervenu publiquement cette fois-ci, après tout ce que vous aviez fait jusque-là? J'ai choisi de me taire, parce que je ne voulais pas compromettre les chances de Dreyfus au nouveau conseil de guerre. À ce stade, l'affaire était devenue un symbole, et mon intervention aurait pu être interprétée comme une ingérence nuisible. Je suivais de près le déroulement du procès, mais il fallait que la justice se prononce sans que mon ombre ne plane sur les débats. Malheureusement, le verdict a été une nouvelle iniquité. J'ai crié de désespoir, mais le gouvernement a finalement accordé la grâce à Dreyfus. Ce n'était pas une victoire complète, mais un premier pas vers la réparation. Avez-vous l'impression d'avoir échoué dans votre combat, monsieur Zola? Après tout, Dreyfus n'a pas été complètement réhabilité à ce moment-là, et la loi d'amnistie a permis aux coupables d'échapper à la justice. Oui, cela a été l'un des moments les plus amers de cette bataille. La loi d'amnistie de 1900 a été un coup dur. Elle visait à calmer les esprits, à tourner la page sur l'affaire, mais elle permettait à des criminels, à ceux qui avaient trahi la République, de s'en sortir sans être inquiétés. Cela incluait le général Mercier, que je considérais comme le véritable artisan de cette injustice. Il avait échappé à la justice, et cela me révoltait. Mais je savais que ce combat n'était pas terminé. La réhabilitation complète de Dreyfus viendrait plus tard, et c'était à nous, les Dreyfusards, de maintenir la pression. Mais justement, en quoi cette loi d'amnistie était-elle si dévastatrice pour vous, alors que Dreyfus avait été gracié? Après tout, pour beaucoup, cela semblait être une solution pour mettre fin à des années de divisions internes. La grâce présidentielle n'était qu'un baume superficiel sur une plaie profonde. Elle ne réparait pas l'injustice. Dreyfus restait officiellement coupable aux yeux de la loi, et les vrais responsables de cette conspiration, ceux qui avaient menti, falsifié des preuves, continuaient à vivre librement sans jamais répondre de leurs actes. Cette loi d'amnistie effaçait leurs crimes, mais elle ne rétablissait pas la vérité. Pour moi, c'était une trahison morale. Comment pouvait-on pardonner sans que justice soit faite? Cette loi mettait un terme aux poursuites, mais elle laissait les blessures ouvertes. C'est pour cela que je me suis battu contre elle, même si, en fin de compte, elle a été votée. Et pourtant, cette loi a été largement soutenue à l'époque, même par des figures qui avaient défendu Dreyfus. Ils voyaient cela comme un moyen de réconciliation nationale. Pensez-vous que votre acharnement a pu être perçu comme un obstacle à cette réconciliation? Oui, certains m'ont accusé de cela. Mais quelle réconciliation pouvait-il y avoir sans justice? Une réconciliation basée sur le mensonge n'est pas une véritable paix. Je comprends que la France était épuisée après des années de division, que la société voulait tourner la page. Mais on ne peut pas construire une paix durable sur des fondations aussi corrompues. Ceux qui avaient commis des crimes contre un innocent devaient être tenus pour responsables.
J'ai toujours cru que la vérité devait triompher, même si cela signifiait prolonger le conflit. Mais certains diraient que votre acharnement à vouloir une justice complète risquait de maintenir le pays dans un état de division prolongée. N'était-ce pas un sacrifice nécessaire pour le bien commun? Sacrifier la justice pour la paix n'est jamais la solution. Quand vous sacrifiez la vérité, c'est la République elle-même que vous affaiblissez. L'affaire Dreyfus n'était pas simplement un cas individuel, c'était une question de principe, de valeur fondamentale. Permettre à ceux qui avaient trahi ces principes de s'en sortir indemnes revenait à cautionner la corruption, à dire que l'État pouvait mentir impunément. Comment peut-on espérer bâtir une société juste sur une telle base? Vous avez parlé d'amertume. Après avoir tant lutté, après avoir été exilé, traîné dans la boue, condamné, la réhabilitation complète de Dreyfus est finalement survenue en 1906. Vous êtes mort en 1902, donc vous n'avez pas vu la fin de cette affaire. C'est vrai, je n'ai pas vécu pour voir la réhabilitation de Dreyfus. Et bien sûr, il y a une certaine tristesse à ne pas avoir été là pour ce moment. Mais en fin de compte, la vérité a triomphé. Ce que je voulais, c'était que l'innocence de Dreyfus soit officiellement reconnue et que la justice soit rétablie. Je ne me suis jamais battu pour ma propre gloire, mais pour un principe. Que cela prenne des années ou que cela se fasse après ma mort, peu importe. Ce qui compte, c'est que Dreyfus ait été innocenté et que la France ait, à un moment, choisi la justice. Vous êtes aujourd'hui vu comme un héros, un champion de la vérité, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Vous avez été vilipendé, attaqué par la presse et les nationalistes. Avez-vous jamais regretté votre engagement? Non, jamais. Bien sûr, cela a été une période extrêmement difficile. J'ai perdu des amis, j'ai été traîné dans la boue, j'ai dû fuir mon pays. Mais je savais que c'était la chose à faire. Il ne s'agissait pas de moi, mais de la France, de ce que la République représentait. Même au plus sombre de ces moments, je n'ai jamais regretté d'avoir pris position. Ce combat en valait la peine, parce qu'il s'agissait de sauver l'honneur de la justice et de la République. En conclusion, monsieur Zola, si vous pouviez revivre ces moments, feriez-vous quelque chose de différent? Non, je referais tout de la même manière. J'ai agi selon ma conscience, et c'est tout ce qu'un homme peut faire. Peut-être aurais-je pu intervenir plus tôt, peut-être aurais-je pu être plus prudent dans mes écrits. Mais au final, la vérité est en marche et rien ne l'arrête. Le combat que nous avons mené a montré au monde que même face à la haine et à l'injustice, la vérité finit toujours par triompher. C'est cela que je veux que l'on retienne. Et c'est sur ces mots que nous concluons cette entrevue avec l'une des figures les plus emblématiques de la lutte pour la justice et la vérité. Merci à vous de nous avoir suivis, et à bientôt pour une nouvelle édition de Rencontres avec l'Histoire.